Là, on va passer à Francis qui sera le dernier pitcher ce soir. Voilà. Et donc, Francis apparemment est coach et conférencier international. C'est-à-dire en fait qu'il parcourt le monde et qu'il raconte son histoire. Alors ce que j'ai compris, c'est qu'il le fait que en anglais ou en allemand, mais absolument pas en français. Francis aussi était un peu stressé parce que lui, il est venu les mains dans les poches et quand il a vu Pharrell faire son PowerPoint, il s'est dit mince, faut aussi que je fasse un PowerPoint. Est-ce que tu veux boire, Francis ou Ça va, ça ira. C'est bon, tu es prêt, donc je te donne le micro. Voilà. Donc Francis, lui, comparé aux deux autres, et lui, il a l'habitude apparemment de ce genre de choses. Donc lui, il va être très très bien. On compte sur toi. Tu me mets la pression. Là. Bonsoir tout le monde. Alors, j'avais à peine 12 ans, on m'avait diagnostiqué que j'étais nul. Oui, ce diagnostic s'est manifesté de la façon suivante, c'est que j'étais en CM2, que j'avais déjà redoublé, et à ce moment-là, il n'y avait que deux possibilités, soit aller en 6e classique ou 6e de transition. Alors, pour les moins de 20 ans, ça ne parle peut-être pas 6e de transition, hein, c'est-à-dire c'est l'école des nuls. En alsacien, mon père, je me rappelle très bien, il disait « Esselschule, l'école des ânes », traduction littérale. Alors j'ai fait la 6e de transition et 5e de transition, donc j'étais étiqueté comme nul. Et à l'issue de ces 2 années, encore une fois, il y avait 2 options, la vie active ou faire un CAP. Mais je ne me voyais pas encore à même pas 14 ans d'aller travailler et de faire plus que ça. Donc j'ai fait un CAP, et un CAP pas loin d'ici, à Molsheim, en électricité, électromécanique. Et j'avais un prof d'électricité qui, tous les lundis matins, nous faisait son cours. Et la première, ou même les 2 premières heures, c'était souvent, il nous partageait sa vision, sa philosophie, sa vision de la vie. Et je me rappelle d'une chose qu'il avait dit à l'époque, c'était l'avantage des pauvres sur les riches, c'est que nous, les pauvres, nous pouvons rêver d'être riches. J'avais bien aimé ça, et c'est vrai, peut-être que ça continue à valider comme quoi j'étais parmi les nuls. Malgré cette étiquette de nul, 13 années plus tard, je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur. Et là aussi, diplôme d'ingénieur, plus le service militaire, donc j'avais 26 ans quand j'ai commencé la vie active, au lieu de 14 ans. Là, pas de problème avec un diplôme d'ingénieur dans les années 80 de trouver un emploi, pas comme aujourd'hui. Et j'ai tout de suite trouvé un emploi, j'ai fait une période d'essai de 3 mois, elle a été renouvelée, mais elle n'a pas été confirmée pour comme un contrat à durée indéterminée. Encore une fois, confirmation que finalement j'étais pas fait pour travailler dans ce poste-là. À l'issue de cet emploi, j'étais au chômage, et là aussi, il y avait encore pas mal d'offres, et j'avais 2 options à nouveau, aller à Paris ou aller à Munich. À Paris, c'était Alcatel. À Munich, c'était l'Office européen des brevets. Et bizarrement, mon choix était vite fait. Je dis bizarrement parce que je suis balance, donc c'est pas toujours évident de faire des choix. Mais bizarrement, mon choix était facile, mais le plus dur était d'annoncer mon choix à mes parents. Et quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais opté pour l'option Paris, mon père ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre que je refuse un job de fonctionnaire européen avec des conditions, des avantages et surtout un salaire qui était pratiquement le double de ce qu'on me proposait à Paris. Mais voilà, c'était mon choix. T'es nul, quoi. J'étais nul. J'aurais peut-être dû écouter mon père. Et alors, j'arrive chez Alcatel, et vous savez, quand vous commencez un travail dans une société, les premières semaines, les premiers mois, c'est toujours très, très sympa, on fait de nouvelles connaissances, très rapidement, on découvre le métier, mais au bout de quelques mois, je sentais que ça n'allait pas, j'étais pas à ma place. Et ce qui fait que j'ai quand même tenu 3 mois, parce qu'il faut 3 ans, pardon, et au bout de 3 ans, j'ai cherché un autre job dans une autre société. Je suis parti pour fuir l'entreprise où j'étais. Je ne parle pas de la société en elle-même, d'Alcatel, mais du poste que j'occupais, j'étais pas à ma place. Arrivé dans cette nouvelle société, pareil, même scénario. Les premiers mois, pareil, nouvelle découverte, c'était sympa, mais très rapidement, je voyais que j'avais pas conscience à l'époque que finalement, j'étais pas à ma place. Et j'ai renouvelé cela encore 2 fois, jusqu'à ce que je découvre un jour que je ne suis pas fait pour ce métier que je faisais à l'époque,
Et j'ai donc suivi une formation en communication, c'était en janvier 95. Et pour moi, c'était une révélation. J'étais plutôt du genre timide, introverti, et en janvier 95, très mal dans ma peau. Et donc j'ai suivi une formation de prise de parole en public qui était étalée sur plusieurs semaines. Et le premier soir, il fallait se présenter. J'ai attendu le dernier moment, j'étais le dernier à se lever pour se présenter devant 40 personnes. Je bafouillais, j'ai parlé vite, je ne suis pas sûr qu'on ait compris quoi que ce soit. Mais à la fin, quand je me suis retourné à ma place, mon cœur qui battait la chamade s'est calmé tout doucement. Et j'ai vu l'intervenant intervenir tranquillement, parler posément, avec confiance. J'ai dit, je vais prendre sa place. Sachant que ça fait que 6 mois plus tard, j'ai démissionné. J'ai démissionné et j'ai annoncé cela à mes parents le 31 juillet à 15h. Je me rappelle très bien. Parce que, en annonçant cela à mes parents, je vois encore mon père qui se lève, qui ferme la porte de la cuisine. À l'époque, elle donnait sur la rue, et donc c'était ouvert. Il ne comprenait pas que je démissionne d'un emploi. J'avais un niveau de salaire qui était plutôt confortable, et je démissionne pour aller vers un peu l'inconnu, me former devenir formateur, consultant. Ce qui m'a permis de faire ce saut un peu fou, c'est que jusqu'à l'âge de 35 ans, je fonctionnais plutôt en mode j'avais peur de l'avenir. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai même pas osé acheter un appartement parce que prendre un crédit, il faut rembourser le crédit. Je n'ai pas osé faire cela, pourtant je payais un loyer qui était conséquent. Donc j'avais de l'argent de côté. Donc je suis passé d'un mode de peur à plein de possibilités. Parce que tout l'argent que j'avais m'a permis de me payer toutes les formations que j'avais envie, que j'ai découvert. Ce qui fait que ça a duré 1 an, 2 ans, comme ça. Et puis, bien sûr, à un moment donné, l'argent ne restait plus grand-chose. Et à ce moment-là, je me suis mis à mon compte. Et tout doucement, le travail commençait, un peu comme Rémi et Farrell. Au début, l'activité n'est pas là à 100%, il faut bien le vivre. Et c'est juste au moment où il ne restait plus grand-chose que l'activité commençait à démarrer. Elle a démarré, et l'argent que je gagnais, chaque fois que je gagnais de l'argent, je me payais d'autres formations, d'autres congrès, et ainsi de suite. Ça a duré quelques années, jusqu'au 14 février 2010. Le 14 février 2010. Là, j'ai fait un burn-out, un peu comme Rémi, mais pour moi, ce burn-out s'est manifesté du jour au lendemain. Je n'avais plus d'énergie, ni physique, ni psychique. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'étais enfermé, je pense que c'était peut-être un peu pareil pour toi. C'est ça. Je n'avais plus aucune possibilité. Aller au supermarché juste pour faire quelques courses, pour le minimum, pour manger, c'était la croix et la bannière. Et surtout, ce qui était dur, moi, faire un burn-out? Moi, le coach qui parle d'optimisme, de pensée positive, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. On a beau être coach, formateur, parler de pensée positive, d'optimisme, eh ben oui, moi aussi ça m'arrive. Et ça, à partir du moment où j'ai commencé à accepter que je ne suis qu'un être humain vulnérable, hein Rémi? Quelqu'un de vulnérable, que j'ai beau être coach, bah oui, moi aussi je peux faire un burn-out, être en mode dépression. Ça, c'était la première étape pour pouvoir m'en sortir. L'acceptation. La deuxième étape, et comme l'a déjà dit Rémi aussi et Farrell, c'est demander de l'aide. À partir de ce moment où j'ai accepté que ça pouvait m'arriver, j'ai commencé à demander de l'aide autour de moi. J'ai appelé ma marraine, Yvette. Elle a toujours été d'un grand soutien. Elle m'a toujours aidé dans la vie, m'a toujours encouragé. Et je lui ai parlé de mon état. Et au moment où on échange, il y a son mari, Eric, qui passe, qui entend et comprend ma situation. Il prend le téléphone et il dit « Francis, ce que tu vis là, je l'ai vécu il y a plus de 20 ans. » Et que le simple fait que j'entende ça, je dis « Mais il est encore vivant. Je vais pouvoir m'en sortir. » Ces simples paroles m'ont permis de retrouver l'espoir pour pouvoir m'en sortir. Et je me rappelle très bien qu'après, il a rajouté, ce qui l'a aidé, c'est
la méthode Coué, donc pensée positive, le yoga et l'homéopathie. Parce qu'il faut savoir que les consultations chez les médecins, anxiolytiques, antidépresseurs, enfin anxiolytiques surtout au début, et somnifères et tout ça, ça m'a rendu encore plus malade. Mais c'est simplement le fait que de savoir que quelqu'un d'autre est passé par là, qu'il a accepté de montrer sa vulnérabilité, m'a permis de m'en sortir. Parce que le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est ça, c'est d'accepter notre vulnérabilité, nous ne sommes pas parfaits. Et un peu comme Rémi qui dit, voilà, je sais tout, ben moi je suis sorti de diplôme d'ingénieur, je pensais tout savoir. Je me rappelle encore très bien quand j'étais en maths sup, donc quand je suis arrivé en école de mathématiques supérieure, le premier soir, le surveillant général nous a fait un discours en disant, vous faites partie de l'élite de la France. Oh, c'est vrai, je suis le meilleur, je sais tout. Eh oui, non, on a beau faire peut-être partie de l'élite de la France, mais enfin bon, on est des êtres humains avant tout. Et effectivement, ce burn-out m'a permis de prendre conscience d'abord que je suis comme tout être humain, vulnérable. Et Eric m'a donné l'espoir, et après j'ai fait un travail avec un thérapeute pendant 4 mois, à raison d'une séance par semaine. Et ce que j'ai surtout appris avec ce thérapeute, j'ai pris conscience de toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas écouté suffisamment mon père. Et surtout, j'ai constaté que jusqu'à l'âge de 35 ans, j'étais en mode peur. De 35 ans à 50 ans, jusqu'en 2010, j'ai été en mode possibilité. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Et pendant des années, j'avais vu une formule qui vient de l'analyse transactionnelle, la formule des 3 P, qui dit que le pouvoir, c'est égal à la permission plus protection. C'est-à-dire que jusqu'à 35 ans, j'étais en mode protection, je n'osais pas. Et de 35 ans à 50 ans, j'étais totalement à l'opposé, je me suis permis tout, puisque j'ai dépensé tout mon argent, je suis allé aux États-Unis faire des formations en Californie, même à Hawaï, peu importe le prix que ça coûtait, et j'ai continué ainsi. Et j'avais toujours pas acheté, bien sûr, de logement. Depuis maintenant, mon burn-out, il m'a permis de prendre conscience qu'il faut trouver un équilibre. Bien sûr, il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut être audacieux. Ce que fait Rémi, refaire une 3e entreprise. Bien sûr. Et en même temps, il faut penser quelles sont les protections, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement, dans les cas durs, dans les cas où effectivement il y a une baisse d'activité, où il y a des situations difficiles, comment on va s'en faire pour s'en sortir? Je me rappelle très bien que 3 mois avant mon burn-out, le 10 novembre 2009, comme je regarde souvent la télé allemande, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui regardent aussi la télé allemande, il y avait un célèbre footballeur qui s'appelle Robert Enke, je ne sais pas qui connaît dans la salle, pas de footballeur dans la salle, Robert Enke, qui était sélectionné pour la Mannschaft pour jouer au championnat du monde d'Afrique du Sud, je crois. Et bien l'Allemagne se découvre qu'il se suicide, il s'est suicidé, il s'est jeté devant un train, et pendant 48 heures, là, aux informations allemandes, on ne parlait que de son état de dépression, comme si c'était quelque chose de tabou. Eh bien oui, accepter sa vulnérabilité, accepter de parler de ses états difficiles, permet avant tout aux autres personnes qui passent dans une situation similaire de leur donner espoir. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est effectivement Eric, le simple fait qu'il m'ait dit qu'il est passé par là il y a 20 ans. Donc, c'est vrai que c'est important. Les erreurs dans la vie, nous en ferons toujours. Et je me rappelle très bien Groucho Marx qui disait « Si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs, mais plus tôt. » Et je pense que si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs sûrement, peut-être plus, et j'espère aussi plus tôt, mais avant tout, l'erreur maintenant dans les décisions à venir et les décisions que je prends depuis 2010, c'est que j'ose toujours aller de l'avant, dans des directions nouvelles, et en même temps, je cherche à mettre en place des protections pour que, ah oui, maintenant je n'ai plus 33 ans comme Pharrell, un petit peu plus âgé maintenant, quoi. Merci beaucoup.